Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous poursuivons en compagnie du ternaire de la trifonctionnalité et de la tripartition. Ok. Alors, je voulais aussi préciser bien ce que pouvait être un fait anthropologique ou un biais ou un pli, si vous voulez, anthropologique. C'est-à-dire que, eh bien, ça nous concerne, c'est-à-dire la visée, la capture, l'assimilation, mais ça concerne donc l'espèce humaine, mais ça concerne aussi, eh bien, le monde animal. Et là, j'ai choisi un petit exemple avec un caméléon. Caméléon qui se trouve, on va dire en masse, sur les îles Galapagos. Et ce caméléon m'intéresse puisqu'il a une vision binoculaire, mais si vous voulez, ces globes oculaires peuvent se désolidariser. Et donc, comme on le voit sur l'image, eh bien, il peut avoir une perception de l'espace notamment à 320 degrés. Cette perception de l'espace, effectivement, lorsque ces globes oculaires sont désolidarisés, eh bien, elle n'est pas en relief. Toutefois, elle lui permet, en fait, eh bien, de se préserver des prédateurs. Mais cette vision lui permet, générale comme ça, lui permet aussi de repérer ses proies. Et ce, au sein d'un environnement, et ce, eh bien, avec la capacité finalement de couvrir 320 degrés, visuellement. Et le moment où il doit, eh bien, où il veut saisir sa proie, eh bien, il va finalement récupérer sa vision binoculaire, donc finalement fabriquer un espace en relief, comme pour nous, un espace en 3 dimensions. Il va pouvoir effectivement mieux saisir sa proie. Et là, il y a une visée, cette idée de visée. Bien, bon, pour nous, c'est un peu la même chose. On a une perception générale des choses, et puis tout à coup, on repère comme ça un lapin au sein d'une forêt luxuriante, en tant que chasseur-cueilleur. On vise, choisit, sélectionne, et puis capture, saisit, etc. Ok. Donc, ça ne concerne pas que bien l'humanité, mais ça conditionne quand même. C'est ce que je veux dire, et ce à partir effectivement du texte de Carlo Ginzburg. Alors c'est ce que j'en déduis. Ça conditionne, eh bien, des comportements en fait. Alors l'idée, c'est que effectivement, avec notre consommateur, ça se passe pas de la même manière. Le consommateur va entrer dans un supermarché, alors déjà, comme si, on pourrait considérer ça comme ça, comme si c'était une forêt, comme si c'était une jungle de marchandises. Il va effectivement viser, capturer son paquet de saucisses, pour le dire ironiquement encore, et puis l'assimiler dans sa petite cuisine. Mais il y a un petit détail de taille, c'est que ce consommateur, en fait, doit payer pour sortir de cette jungle du supermarché, en fait. Donc, évidemment, c'est une toute autre façon de procéder. Mais cette façon de procéder, eh bien, elle est intéressante puisque elle est culturelle. Et là, pour en parler, effectivement, il faut en passer par Marx. Puisque, bon, finalement, le consommateur refait un petit peu la même chose, alors de manière beaucoup plus privilégiée que le chasseur-cueilleur, mais ça veut dire qu'il doit payer, et s'il paye, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, à moins qu'il soit rentier, évidemment, ça veut dire qu'il est salarié ou employé, donc qu'il touche un salaire. Alors ça change aussi les choses, ça veut dire que eh bien, il doit travailler, il doit travailler pour pouvoir aller au supermarché et consommer, et blablabla. Ok, donc là, il y a cette question avec, avec Marx, et cette question que, en fait, si je reprends mon petit déroulé, mon petit dispositif, viser, capturer, assimiler, c'est de dire que lorsque, l'employé, le salarié, travaille, en fait, travaille dans n'importe quelle entreprise, il est dépossédé de la maîtrise d'ouvrage. Alors ici,
Qu'est-ce que ça veut dire être dépossédé de la maîtrise d'ouvrage? Eh bien justement, il est dépossédé d'un fait, de ce fait anthropologique, de ce pli anthropologique qui est, eh bien, de l'ordre de la perception, mais aussi du choix, de la sélection, hein, de la visée finalement d'un élément du réel, hein, de sa capture, de sa saisie, de son appréhension, donc de l'action, de la manière, hein, dont on va appréhender cet élément du réel, hein, qu'il soit objet de la nature ou autre, et enfin la manière dont la personne peut l'assimiler, la posséder, l'exploiter en fait. Donc ça c'est la maîtrise d'ouvrage, vous voyez. Le chasseur-cueilleur, si vous voulez, eh bien, maîtrise son ouvrage, hein, c'est ça, c'est-à-dire de A à Z, quelque part. Hein. C'est pas quelque part, c'est sûr d'ailleurs. Hein. Ok. Alors que le salarié et l'employé, il n'est qu'à un seul endroit, en fait, et c'est cet endroit de l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne va pas viser, choisir, sélectionner. Hein. Ça va être le maître qui va choisir, sélectionner. Eh bien, par exemple, les proies. On peut prendre finalement un patron de pêche avec son bateau, il a des employés, c'est lui qui va aller effectivement sur les zones de pêche où il y a du poisson. Et c'est donc lui qui va anticiper concernant la visée, le choix. Les salariés vont capturer. Bon, alors, vont capturer, si vous voulez, congeler, mettre en boîte, ce que vous voulez. En tout cas, c'est dans l'ordre de l'action. Mais ces salariés ne vont pas posséder, ne vont pas exploiter ce poisson. Hein. C'est bien toujours le patron, alors que je qualifie comme ça le maître finalement, et celui qui maîtrise l'ouvrage de A à Z, qui va bénéficier eh bien, de la pêche, du fruit de la pêche, et puis eh bien, pouvoir l'exploiter pour en dégager des profits. Donc dégager quoi aussi? Quelque chose qui s'appellerait la plus-value. Hein, ok. Donc ça, ce sont des termes, effectivement, qui se référeraient bien de manière très générale au capitalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salariés, les employés, sont dépossédés de la maîtrise d'ouvrage, mais en contrepartie, ils ont un salaire. Donc ici, force. Alors la force toujours, mais là c'est la force de travail. La force de travail en action. Finalement, on reprend toujours esclave, serf, maître, seigneur, patron. Et puis ici, médiation. Ok. Et là, en fait, eh bien, on a notre employé, si vous voulez, qui va avoir un salaire et qui va pouvoir, en fait, au sein du supermarché, alors je dis supermarché, mais ça peut être tout autre type de magasin, va pouvoir effectivement retrouver cette condition, ce pli anthropologique, ce que j'appelle comme ça, eh bien de pouvoir effectivement viser, capturer, assimiler, posséder. Si ce consommateur salarié va dans un magasin de meubles, achète un meuble, il va posséder un meuble. Mais c'est toujours, effectivement, en relation à une contrepartie. C'est s'il donne sa force de travail pour avoir un salaire et pour pouvoir avoir la liberté, finalement, d'avoir, alors, une maîtrise d'ouvrage. Est-ce que, et c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que le consommateur, finalement, n'aurait pas qu'une pseudo-maîtrise d'ouvrage? C'est-à-dire qu'effectivement, pseudo-maîtrise d'ouvrage, parce qu'il va payer, finalement, au final, il va payer, et ce qu'il paye, dans cette part, finalement, de l'objet qu'il va acquérir, il y a une part de plus-value qui revient à qui? Qui revient au patron. Donc, il y a quelque chose qui cloche un petit peu, au sens où, effectivement, le salarié, l'ouvrier, donne sa force de travail, il est dépossédé de la maîtrise d'ouvrage, ok, mais il a un salaire, alors, et ce salaire, il peut le dépenser pour que le patron récupère une plus-value,
Alors que les salariés, de manière générale, c'est les objets, si vous voulez, qu'ils ont produits, en fait, par le biais de leur force de travail, si vous voulez. Donc c'est là où il y a quelque chose qui cloche, pour Marx, en tout cas. Pour Marx, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, du fait que Marx dise, eh bien, alors notamment, puisque Marx exploitait surtout la condition ouvrière, travaillait sur la condition ouvrière, il disait que les ouvriers, au 19e siècle donc, étaient non seulement exploités, mais qu'ils étaient aussi aliénés. C'est-à-dire que ils n'avaient plus cette capacité comme les artisans, en fait. Alors, il prend l'exemple des artisans aussi, d'avoir une maîtrise d'ouvrage de A à Z. Et le patron de pêche, c'est un artisan. Bon, il a des employés, mais c'est un artisan qui, finalement, a une maîtrise d'ouvrage de A à Z. Alors, le truc, c'est qu'avec l'ère industrielle, le rapport de force, on va dire, entre patron ouvrier, là ici pour le coup classe bourgeoise, classe ouvrière, on va citer ça comme ça, on est au 19e siècle, il y a une lutte comme ça, va être de plus en plus, on va dire, le dire comme ça, tranché et injuste en fait, au regard de Marx. C'est-à-dire que Marx constate qu'effectivement, là on est passé, on est où on est revenu finalement à une forme d'esclavage. Alors il y a un salaire, c'est de l'esclavage moderne si vous voulez, mais ça change pas beaucoup de l'exploitation d'un esclave ou d'un serf. Le seul truc, c'est qu'a priori, l'ouvrier, l'identité, le corps de l'ouvrier n'appartient pas finalement au maître, n'appartient pas au seigneur. Bon, ok, ça c'est un acquis, super. Donc cet ouvrier a un salaire, mais il est quand même, enchaîné en fait, à son travail, parce que s'il n'y a plus de travail, effectivement, il se nourrit plus, il nourrit plus sa famille, etc., etc. Donc c'est une situation, alors effectivement plus complexe que le chasseur-cueilleur, qui va effectivement viser, capturer, assimiler, c'est plus direct. Et le chasseur-cueilleur, je le répète, lui maîtrise son ouvrage, finalement. Alors j'essaie d'expliquer les choses le plus simplement possible, effectivement, pour faire entrer cette analyse de Marx au sein et en rapport avec ce pli ou ce biais anthropologique. Bon, je pense que là j'étais plus ou moins clair, mais je crois que vous pouvez comprendre en fait la situation telle qu'elle se présente en fait, et telle que nous le présente Marx, et telle qu'elle est encore aujourd'hui. C'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes qui ne maîtrisent pas leur ouvrage, qui ne maîtrisent pas l'ouvrage qui permettrait d'exploiter, d'assimiler, de posséder en fait. Ok. Ici, il y a une remarque de Marx. C'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement, là, pour le coup, encore les ouvriers sont aliénés, et finalement ne bénéficient pas vraiment du produit de leur travail. Ils vendent leur force de travail, point final. Et ils la vendent, a priori, pas très cher. Ok. Mais il dit aussi que la bourgeoisie est aliénée. Alors ça, c'est intéressant. Alors évidemment, c'est toujours mieux de gérer l'opulence que de gérer la misère. Mais il dit que la bourgeoisie est aliénée pour la raison suivante. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler encore aujourd'hui, c'est encore un peu la même chose, les grands patrons, les capitaines d'industrie, la haute bourgeoisie, l'aristocratie financière, blablabla. Bon, en fait, elle ne s'intéresse qu'à ça, en fait, à cette zone-là, au sens où elle s'intéresse qu'au profit, qu'aux bénéfices qu'elles peuvent tirer de l'exploitation des masses, on va dire ça comme ça, de l'exploitation des salariés. Donc, ce sont plutôt aujourd'hui ce qu'on appellerait des actionnaires. Donc
plutôt des placements. Hein. On pourrait appeler ça aussi des placements bancaires, en fait. Donc, ce sont plutôt ces personnes, quelque part, des rentiers. Donc, eux aussi, d'après Marx, sont quelque peu aliénés. Pourquoi ils sont aliénés? En fait, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur ouvrage. Alors, ils ne maîtrisent pas leur ouvrage, évidemment. Ils le maîtrisent un minimum pour que, effectivement, il y ait des bénéfices, des profits. Mais ils confient, en règle générale, puisque ce sont des actionnaires, et ils confient, finalement, la maîtrise d'ouvrage à des managers. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui des managers. Alors là, c'est intéressant, puisque le manager, finalement, il va avoir la possibilité, lui, de viser, de choisir, de sélectionner, faire on va dire des enquêtes de marketing, de viser des populations concernant des ventes futures. Donc tout ça, c'est des analyses, etc. Et puis le manager a une entreprise, effectivement, c'est lui le chef. A priori, c'est lui le chef. Et ce manager, c'est lui qui va être maître d'ouvrage, comme le patron de pêche, sauf que là, le manager, il est partisan. C'est pas lui qui va bénéficier, finalement, exploiter, posséder. C'est bien les actionnaires. Et donc, finalement, Marx nous dit que les bourgeois, finalement, sont tout autant aliénés, puisqu'ils ne prennent pas part, en fait, à la maîtrise d'ouvrage, en fait, comme un artisan, si vous voulez. Donc, c'est les managers qui, là, ont deux possibilités, finalement, exploitation de la masse salariale, de la force de travail, et puis, capacité concernant le choix, la sélection, la visée des objets dont on peut en tirer quelques profits, quelques bénéfices, etc., etc. Alors tout ça c'est complexe effectivement, puisqu'après ça rentre au sein d'une chaîne de production. Ça se réfère à une chaîne de production, puis ensuite à une chaîne c'est le commerce quand même, au final, une chaîne de diffusion, qui se référait, pour le dire en gros, au supermarché. Donc il y a l'usine, le supermarché. Ok. Donc là, il y a deux, finalement, le manager bénéficie, finalement d'une moitié, ou de 2/3 finalement, de la maîtrise d'ouvrage. Alors qu'ici, effectivement, il y aurait comme ça une aliénation de la part, et concernant ces personnes, puisque Marx parle à chaque fois de sujets, de personnes, qui, en fait, n'ont pas la maîtrise d'ouvrage et qui comptent sur les managers, finalement, et qui comptent sur les petits maîtres, les contremaîtres, en fait, on pourrait les appeler comme ça, pour pouvoir faire tourner la boutique. Ok. Donc, ce que je vous raconte, c'est toujours un petit peu complexe, mais c'est pour situer, en fait, des figures aussi, Je vais enchaîner directement sur toute autre chose, mais qui, en même temps, va me servir à confirmer, puisque moi, c'est l'idée d'essayer de confirmer le fait anthropologique, ce pli anthropologique. Donc, je vais passer à la double négation hegelienne. Alors, la double négation hegelienne, effectivement, c'est pas évident, mais avec mes petites étagères, normalement, ça va être d'une simplicité exemplaire. La double négation nous vient de, toujours Hegel. Hegel, se référant à Laofi-Boom. Ok, on a d'un côté 3 temps. 3 temps qui se référeraient à un premier temps qui, pourrait se référer, effectivement, à un choix, une visée, une sélection. On sélectionne, et là je vais prendre un exemple, comme ça, on sélectionne un arbre. On le tronçonne, on le débite, etc. On va le transformer en une unité technique. Alors, une unité technique, c'est quoi? Une unité technique, ça va être une table. Donc là, ça va être une table concrète, si vous voulez. Et
finalement, eh bien, ça va être une table en bois. Hein. Et puis si c'est du chêne, ça va être une table en bois de chêne, hein, donc de l'essence du chêne. Ok. Ici, Hegel nous dit, ah, là, il y a un passage, il y a déjà une première négation. Hein, dialectiquement, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, on va tronçonner cet arbre, on va le transformer tronçonner cet arbre, oui, on va le transformer en table, mais cette table conserve, en fait, on ne va pas complètement supprimer, on se réfère à l'Aufibung, toujours, on ne va pas complètement supprimer l'arbre, on va conserver quand même quelque chose de l'essence de l'arbre. Donc, la table supprime l'arbre, mais conserve quand même quelque chose de l'essence de l'arbre. Première négation, premier usage de l'Aufibung. Deuxième usage de l'Aufibung. Ok, on a cette table en dur, en chêne, alors je fais comme si je l'avais entre les mains, comme ça. Et effectivement, c'est l'idée, hein, c'est l'idée. Elle participe du champ des représentations, elle participe bien aussi de l'histoire, hein, c'est-à-dire que ça peut être une table qui a été élaborée au XIIIe siècle. Et donc, ce ne sera pas du tout la même table en chêne qui aurait été élaborée fin XVIIIe siècle. Donc, tout à coup, ça entre finalement dans un espace qui se réfère au champ des représentations et qui se réfère à des objets matériels. Et ces objets, eh bien, sont bien existants. Toutefois, toujours avec l'idée que ça conserve quand même quelque chose, eh bien, de la nature. Nature, histoire, raison, toujours ce principe que j'ai finalement dégagé hein, des quelques lectures que j'ai fait de Hegel. Et donc là, on passe de la nature à l'histoire. Toutefois, l'histoire conserve quelque chose quand même de la nature. Hein. C'est de la dialectique, en fait. Aufibung. Alors, je répète, mais bon. On a cette table en dur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir encore une autre négation. Cette autre négation va concerner, eh bien, le fait qu'on nomme cette table. Hein, c'est-à-dire que ça va être le concept. Hein, donc là aussi, on reprend, hein, c'est le logos, le concept qui va finalement, eh bien, universaliser cette table. Et là, qu'est-ce que fait le concept? De la même manière, hop, Aufibung, il supprime, donc là j'ai plus besoin de la table, si vous voulez, en vrai, en dur, que je n'ai pas malheureusement entre les mains. Il supprime finalement l'existence, on va dire, tangible, concrète de cette table pour le remplacer par un concept. Alors là, je vais faire des guillemets comme ça, hein, et ce concept, eh bien, c'est la table. Hein. Mais avec ce concept, la table, eh bien quoi? On peut se représenter effectivement une table susceptible d'être en bois. Alors si je vous dis la table en bois, et si je vous dis la table en chêne directement, là, eh bien, on peut se représenter mentalement finalement quelque chose qui n'est pas là concrètement, mais qu'on a supprimé finalement, mais qu'on conserve quand même du point de vue du concept. On le conserve quand même, cette table en fait. Hein, cette table en chêne. Si je vous dis table en chêne, dans vos esprits, vous pouvez bien vous imaginer ce qu'est une table en chêne. Alors peut-être pas, si vous imaginez la forme, c'est-à-dire si elle est du XIIIe siècle ou si elle est de la fin du XVIIIe siècle, vous voyez? Donc vous imaginez quoi? Eh bien vous imaginez une table, ce qu'on pourrait appeler générique. Et donc générique qui pourrait être bien universelle, si vous voulez. Hein. Donc la table en chêne, finalement c'est un universel qui contiendrait toutes les tables en chêne de l'histoire. Donc toutes les singularités. Hein. On arrive donc à l'universel, au singulier et au particulier petit à petit. Ok. Alors, ici aussi, vous dire, vous travaillez en dernier lieu, en un dernier point, sur René Girard. Alors là aussi, toujours dans cette idée de fait anthropologique qui pourrait être eh bien, raccordé ou en parallèle de tout ce que je viens de vous raconter, qui est quand même une espèce d'architecture, une arborescence assez complexe, ça je l'entends bien. C'est eh bien
la remarque, ou du moins les recherches plutôt, de René Girard, concernant son ouvrage qui s'intitule Mensonges romantiques et vérité romanesque. Et au sein de cet ouvrage, eh bien, il y a un retour à ce dont je vous ai parlé au milieu de cette intervention, c'est-à-dire du désir, en fait. Et il y a un retour aussi, eh bien, au fétichisme de la marchandise de Marx. Hein. Donc il y a effectivement aussi une autre donnée qui pourrait être qualifiée d'anthropologique, et qui pourrait être un socle pour la compréhension, en fait, eh bien, de la mécanique humaine, en fait. Hein. Alors, je vais vous lire tout de suite la phrase de René Girard qui m'intéresse. Et la phrase de René Girard, c'est « À l'origine d'un désir, il y a toujours le spectacle d'un autre désir, réel ou illusoire. » Donc, à l'origine d'un désir, il y a toujours le spectacle d'un autre désir, réel ou illusoire. Alors, que nous dit René Girard avec ses études de littérature comparée? Eh bien, en fait, il nous expose le fait qu'il y a toujours une triangulation au sein des romans. Triangulation, ça veut dire 3 personnes. Hein, 3 personnes, et en règle générale, la plupart du temps, sont 2 mâles, 2 prétendants et une femelle qui serait un objet de désir. Ici, la mécanique du désir se produit suivamment, c'est-à-dire qu'il y a un prétendant qui tombe amoureux d'une femme, mais il y a aussi toujours, bizarrement, un rival. Hein, c'est-à-dire qu'un autre prétendant qui, en fait, va aussi tomber amoureux de cette femme. Le truc, c'est que René Girard nous explique qu'en fait, le second larron, donc le prétendant mâle, le deuxième, en fait, désire le désir de l'autre. Et en fait, c'est pas tellement l'objet, finalement, femme qui le désire, mais c'est plutôt le désir du premier prétendant. Donc c'est un truc assez étonnant, et c'est la raison pour laquelle il nous dit, et je vais répéter la phrase, à l'origine d'un désir, il y a toujours le spectacle d'un autre désir. Donc, premier prétendant, il désire cette femme. Deuxième prétendant, eh bien, il désire le désir de ce prétendant qui désire cette femme. Vous voyez, il y a un truc un peu tordu, mais c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Et du moins, c'est comme ça qu'il nous l'explique. Et ça, c'est intéressant, puisque ça va provoquer quoi? Eh bien, ça va provoquer de la rivalité entre les mâles, vous voyez. Et René Girard nous explique que c'est bien originellement, là aussi, presque une donnée animale, une donnée animale qui se référait au désir mimétique. Mimétique vient de mimésis, et donc ça vient d'imitation, en fait. Donc le désir se référerait à, eh bien, une imitation. On va imiter son petit camarade et on va bien désirer le désir du petit camarade qui désire, eh bien, finalement, je dirais, pour le dire directement, qui désire se reproduire avec une femelle. Alors quand je dis ça, prétendant mâle, femelle, etc., on a la même chose dans le monde animal. Il faut regarder aussi, durant les périodes de reproduction, de quelle manière, alors sans doute pas tous les mammifères, mais quand même un certain nombre, de quelle manière, en fait, les mâles se battent entre eux, pour pouvoir, eh bien, avoir soit le contrôle d'un groupe, comme avec les chimpanzés, ou pouvoir se reproduire avec une femelle. Alors quand je dis contrôle d'un groupe avec les chimpanzés, c'est-à-dire que lorsque le chimpanzé devient le mâle alpha, eh bien ce mâle alpha, finalement,
est autorisé à se reproduire avec toutes les femelles du groupe. Hein. Du moins s'autorise, et les femelles d'ailleurs l'autorisent à se reproduire. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, à la fois toujours d'animal et d'anthropologique, dans cette idée de désirer le désir de l'autre pour pouvoir effectivement provoquer une lutte. Alors, on prend toujours cette lutte de prestige, et afin d'aboutir effectivement à la reproduction, si vous voulez. Ok, et donc ça c'est René Girard qui nous explique ça concernant le désir. Donc ici, je vais parler comme ça à la fois de cette idée pour faire une espèce de synthèse de ce plus de jouir qui serait chevillé au désir chez Lacan, aussi de ce fétichisme de la marchandise, 4e chapitre du Capital de Marx, qui se référerait quand même à la fabrication d'un désir se rapportant effectivement à une valeur qui serait chevillée à une hiérarchie, donc finalement à des formes de domination, quelles qu'elles soient, marchandes, culturelles, blablabla. Et puis, là encore, une espèce de troisième figure du désir qui se référait à quelque chose de plus animal et qui se référerait à une rivalité entre deux mâles pour pouvoir s'autoriser à la fin de la lutte. Alors soit de la lutte de prestige, soit de la lutte à mort, ça peut aussi aller jusqu'à la lutte à mort, pour pouvoir finalement se reproduire avec une femelle. Et ça se passe aussi dans le monde humain. Vous voyez, c'est ça qui est assez aussi fascinant. Si on tire un petit peu le fil de ce que j'appelle les faits, ou les plis, ou les biais anthropologiques. Alors ça, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est du solide. C'est du solide. Alors c'est plusieurs choses, j'ai accumulé, il y a plusieurs choses, mais c'est du solide, et notamment cette idée de viser, sélectionner, choisir, puis capturer, saisir, appréhender, sous diverses formes d'ailleurs, puis assimiler, posséder, exploiter. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une mécanique et qui est vraiment intrinsèque à notre espèce comme au monde animal finalement. Et si finalement on nous dépossède de cette mécanique, il y a quelque chose qui, à mon avis, peut contraindre les hommes et les femmes à cionner d'autres moyens de pouvoir viser, capturer, assimiler. Ce qui était le cas, et ce qui est le cas, comme on l'a vu un petit peu avec Marx. Ok, donc je vais m'arrêter là. Alors je vous dis à la prochaine fois, et sans aucun doute, nous essaierons de nous appuyer sur l'ouvrage « Avant nous le déluge » de Jean-Loïc Lequelec. Je vous remercie.